Bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Lambert Mende répond à François Hollande au cours d'un point de presse ce mercredi. Le porte-parole du gouvernement congolais rejette les propos tenus par le président français au sujet de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, qu'Hollande a qualifié d'inacceptable. Pour lui, M. Hollande devrait s'interdire de s'adresser ainsi à un État souverain. La crise dans l'Est de la RDC, plusieurs personnalités politiques montent au créneau. Olivier Kamitatou de l'Alliance pour le renouveau du Congo demande au gouvernement de décréter l'état d'urgence dans cette partie du pays. Jean-Marie Boulambo du PANADER, quant à lui, dit attendre du sommet de la francophonie des sanctions contre les agresseurs. Le sommet de la francophonie, c'est dans 48 heures. Tout semble mis en œuvre pour le succès de cet événement. Au cours de ce journal, nous vous amènerons au village de la francophonie, au stade des Martyrs, où les stands attirent déjà plusieurs curieux. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir. Les résolutions du 4e sommet de la CIRGL et la réplique aux propos du président français François Hollande sont les deux points importants qui ont été développés au cours de la conférence de presse tenue ce mercredi au studio Maman Guébi de la Voix du Peuple. Lambert Mende refuse de croire que Kampala 4 était un échec et que le président français ne devrait plus tenir des propos pareils à l'intention d'un État de droit souverain. Suivez. Réponse du berger à la bergère. Le ministre des Médias n'a pas attendu longtemps pour donner la réplique. Lambert Mende, de grand jour, est monté sur ses 4 chevaux pour répondre au président français. Il a dit toute l'indignation du gouvernement congolais suite aux propos tenus par le président français François Hollande sur l'absence de la démocratie, le non-respect des droits de l'homme et les musulmans de l'opposition en République démocratique du Congo. Le président François Hollande nous a donné l'impression à travers sa déclaration d'hier de s'être littéralement fait piéger par un seul son de cloche émanant d'officines connues en France et en République démocratique du Congo, en relayant de manière complaisante les accusations d'une frange extrémiste de l'opposition congolaise. Bien plus, je dirais qu'on n'est pas loin de l'insulte à l'égard de ce grand peuple qui s'est mobilisé depuis les années de la Deuxième République pour conquérir de haute lutte les espaces de liberté qui sont une réalité palpable à l'heure actuelle en dépit des difficultés d'ordre économique et sécuritaire qui l'assaillent. Parlant du 4e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs que beaucoup à Kinshasa considèrent comme un échec, Lambert Mende refute et confirme que Kampala 4 a bel et bien été un succès. Il en veut pour preuve des résolutions pertinentes prises par le chef d'État participant. La force internationale neutre sera déployée sous mandat des Nations Unies et de l'Union africaine. Sa mission est clarifiée. Il s'agit de sécuriser les frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part d'éradiquer les forces négatives comme le M23 et les FDLR qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire à l'est de la RDC figure à l'ordre du jour du 14e sommet de la francophonie, a-t-il rassuré. L'enjeu de ces assises reste la reconnaissance de l'agression dont le pays est victime. Le gouvernement congolais reste ouvert à toutes sortes de négociations pour la coexistence pacifique. Crise à l'est de la RDC. L'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, demande au gouvernement de décréter l'état d'urgence dans cette partie du pays, mais aussi d'établir un gouvernement provincial composé des militaires capables de dissuader les forces négatives. Le parti de Olivier Kamitatou, ancien ministre du Plan, a fait une déclaration ce mercredi à l'Hôtel Royal à Gombe. Membre de la majorité présidentielle, l'ARC préconise la cohésion nationale autour du chef de l'État en vue de trouver une solution à cette crise de Ndombe et Fiston Bouini. La partie orientale de la RDC a perdu toute quiétude et l'on ne devrait pas vivre comme si tout allait bien à travers le pays. C'est en ces mots que le président national de l'ARC exhorte l'univers politique national et international. La RDC doit envoyer des signaux forts au Rwanda, notamment en renvoyant son ambassadeur de la RDC, mais aussi à former un gouvernement provincial composé essentiellement des militaires nationalistes capables de dissuader les forces négatives qui opèrent dans cette partie du pays. Rien faire, c'est effectivement les abandonner. Accepter le statu quo, c'est effectivement un abandon. Et
là, nous considérons effectivement que le fait de nommer de manière exceptionnelle, pour un temps réduit, des hommes qui auront la capacité peut-être de prendre des décisions devant assurer la sécurité, notamment dans la ville de Goma, où nous savons qu'il y a des assassinats crapuleux, il y a des éliminations physiques. Nous devons mettre un terme à cela, parce que ne rien faire, c'est effectivement aller dans le sens de décourager la population. Olivier Kamitatou fustige le comportement de la communauté internationale qui accule la RDC des remarques sans pour autant l'aider à en finir avec ses voisins. C'est pourquoi l'ARC préconise la cohésion nationale, c'est-à-dire l'implication de la majorité, l'opposition et la société civile pour un dialogue franc susceptible de sortir la RDC de cette situation. Le parti des Kamitatou rejette toute négociation avec les forces négatives. Pour Jean-Marie Boulambo, une autre personnalité de la majorité présidentielle, la crise dans l'Est de la RDC est bel et bien soutenue par la communauté anglophone. Le président du PNADR dit attendre du sommet de la francophonie une prise de position claire, mais aussi des sanctions contre les agresseurs et leurs complices. Jean-Marie Boulambo, des propos recueillis par Roussine Martin Bouyamba. Alors, quand les gens se mettent ensemble autour des valeurs communes, le premier objectif, c'est de les défendre. Ensuite, veiller à son épanouissement, ou bien veiller à l'épanouissement de ses valeurs, et veiller surtout à l'épanouissement de la francophonie en tant que structure. La RDC, notre pays, en ce moment où nous accueillons les pays frères et amis, et n'est pas sur ses pieds par rapport aux valeurs qui fondent la francophonie, n'est pas sur ses pieds de par ses frontières qui sont violées, n'est pas sur ses pieds de par les droits humains, les valeurs fondamentales. La francophonie, elle est aussi économique. En marge du sommet qui démarre dans 48 heures, un forum des entreprises et investisseurs du monde francophone s'est clôturé mardi au Grand Hôtel Kinshasa. Le FENIMOF s'est terminé par des recommandations visant à faire la communauté francophone l'une des plus puissantes dans le domaine économique. La RDC y a été présentée comme une vraie terre d'investissement. Patrick Chamala et Pati Alouma. Avant le sommet des chefs d'État membres de la francophonie, un forum des entreprises et investisseurs du monde francophone vient de donner le ton. Au bout de 2 jours de réflexion, les participants venant de plusieurs pays ont formulé des recommandations pour faire de l'espace francophone l'un des plus actifs, sinon des plus imposants à l'échelle planétaire, singulièrement sur le plan de l'économie. Attendu que le FENIMOF confirme les recommandations de la RIFE qui s'est tenue à Québec du 2 au 4 juillet 2012, il est demandé aux chefs d'État et de gouvernement présents au 14e sommet de pouvoir effectivement les mettre en œuvre. Attendu qu'au niveau institutionnel, la francophonie économique est encore à ses débuts, il est demandé de faire du FENIMOF un cadre institutionnel permanent de rencontres et de partage d'expériences des opérateurs économiques du monde francophone. Pour cette dernière journée, plusieurs personnalités sont intervenues, parmi lesquelles des membres du gouvernement congolais. Chacun a fait un plaidoyer dans son secteur pour montrer au monde que la RDC est bien un pays qui offre de nombreux atouts et opportunités d'investissement. Et si tout n'est pas rose, un effort est tout de même fourni pour sécuriser les investissements. Pour le président du comité d'organisation de cette francophonie économique, Mathias Boaboa-Wakayembe, un pas de géant vient d'être franchi. La RDC, c'est un pays où on peut faire des affaires. Mes attentes, c'est que le message du Congo est passé. Le message du Congo, comme étant un pays propice aux investissements, est passé. Mes attentes, c'était que finalement, on puisse avoir une discussion
qui ne va pas rester entre nous Congolais. Une discussion qui va impliquer aussi d'autres. C'était un premier pas. Il faut beaucoup d'autres pas pour que ça puisse prendre forme. Depuis la rencontre de Montreux, les chefs d'État de l'espace francophone avaient décidé de la tenue d'un forum économique avant le sommet proprement dit. Ces choses faites à Kinshasa, les organisateurs et les participants, eux, restent néanmoins déterminés à exercer un suivi pour que les recommandations issues de ces assises se traduisent en réalité. Car, pense-t-il, la politique, sans une économie forte, ne sert pas à grand-chose. À la veille du sommet de la francophonie, Kinshasa ne cesse de se transformer alors que tout est mis en œuvre pour le succès de ce grand événement. On note par exemple que l'éclairage public est opérationnel sur le principal artère de la capitale congolaise. C'est le cas du boulevard de Limete où le ministre des Infrastructures a personnellement lancé l'opération d'éclairage de cette artère. Suivez. Toutes les batteries sont mises en marche pour l'accueil des invités de la grande messe francophone qui débute dans 48 heures. Des belles routes, bien asphaltées, elles sont pour l'instant bien éclairées. Le boulevard Lumumba, par exemple, après avoir revêtu de sa plus belle robe, brille des mille feux. Le lancement de l'éclairage public est intervenu mardi dans la soirée en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Fridolin Kasushi Musoka. Accompagné du directeur provincial de la SNEL Kinshasa et du directeur général de l'Office de voirie et drainage, le numéro 1 de l'aménagement du territoire et ITPR n'a pas caché sa satisfaction devant la qualité du travail abattu. Fridolin Kasushi Musoka s'arrête pour un contrôle de routine. Il a félicité l'équipe commise à l'ouvrage. Les réverbères distants de l'autre par une distance de 40 mètres sont munis des lampes d'une puissance de 400 et 250 watts. Tout ceci pour bien éclairer la largeur de la chaussée modernisée et élargie. L'éclairage public d'une grande portée attire plus d'un et ceci favorise une plus grande sécurisation des usagers de cette artère. Point des chutes de la visite, Lumumba vers la route aéroport. Des comptadioptres y sont placés par l'agence congolaise de grands travaux pour délimiter la chaussée pendant la nuit. Ils s'approvisionnent par les rayons solaires et les résultats est une belle lumière fluorescente. L'éclairage public est aussi visible sur l'avenue de la Libération. L'éclairage public est aussi visible sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Comme pour dire que les hôtes du 14e sommet de la francophonie sauront où mettre leurs pieds avec une ville de Kinshasa bien plus que jamais éclairée. À quelques jours de la tenue du 14e sommet de la francophonie, l'épouse du chef de l'État a effectué une descente sur terrain avec comme objectif de sensibiliser les femmes de toutes les différentes couches sociales à la tenue de ce 14e sommet de la francophonie. Une occasion pour Marie-Olive Lembe-Kabila de remettre en main propre des invitations à ses convives à cette grande cérémonie des femmes des chefs d'État. Suivez. Elle attendait la dernière ligne droite pour se jeter à l'eau pour la réussite du 14e sommet de la francophonie. Olive Lembe-Kabila décide de descendre personnellement sur terrain dans différentes communes de la capitale pour expliquer aux femmes, quel que soit leur rang social, l'importance de la tenue du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra dans les tout prochains jours à Kinshasa. Olive Lembe-Kabila est ovationnée partout où elle passe. L'épouse du chef de l'État invite personnellement ses convives qu'elle choisit elle-même tout au long de son parcours dans les quartiers les plus populaires de la capitale à rehausser de leur présence au grand dîner des premières dames organisé dans le cadre du sommet de la francophonie. Ici à Massina, au marché de la Liberté, cette femme vendeuse des cossettes de manioc est surprise de voir Olive Lembe-Kabila venir vers elle, lui tendre une invitation. Et pris d'émotion, elle se livre à un jeu de questions-réponses avec la première dame sur la francophonie. Ensuite, le cortège se rend au centre d'hébergement pour personnes vivant avec handicap. Sur place, l'épouse du chef de l'État remet également des invitations à ses hôtes. Après plusieurs années de dur labeur, cette artiste peintre s'est vue honorée par la première dame. Émue, elle manque des mots pour dire sa satisfaction, mais aussi son admiration pour l'humilité de la première dame du Congo. Natoni nesengo makasi komona mama kati na biso esengo eza musala nde ememi mama amona ngai. Donjili, Angaba, en passant par les communes de Bandalungwa, Barumbu, Lemba, Kasavubu et Gombe, l'ambiance reste la même. Olive Lembe-Kabila a réussi son pari, celui de mobiliser ses femmes pour la réussite du sommet.
À certains endroits, Olive fait les pieds à côté de la population. Beaucoup n'hésitent pas de se fondre en larmes. Seigneur, sois béni notre Dieu. Mission accomplie pour Marie-Olive Lembe-Kabila. Cette tournée de sensibilisation surprise sur le 14e sommet de la francophonie semble au regard de son impact être le seul ingrédient qui restait pour la participation totale de la population à ces assises qui vont contribuer au rayonnement de la RDC. Le Fonds pour la promotion des investissements FPI vient à la rescousse de la SNEL pour éviter les chutes de tension à l'aéroport international de Njili. Des transformateurs ont été installés pour alimenter la partie est en courant électrique. Les détails dans ce reportage que nous propose Oudou Ndombe sur les images de la télévision nationale. Pour les FPI, ce geste s'inscrit dans le cadre des actions qui participent à la capitalisation des investissements en RDC. Il faut mettre à profit ce sommet de la francophonie pour rassurer les éventuels investisseurs afin qu'ils ne connaissent pas de lacunes en matière d'électricité. Constantin Benguele, DG du FPI, n'a pas hésité de sortir un chèque pour financer les travaux de réhabilitation et d'installation des transformateurs dans la partie est de la capitale. Là, le Fonds de promotion de l'industrie a estimé qu'il pouvait soutenir les efforts de la SNEL de manière à ce que la francophonie se tienne dans de très bonnes conditions. Et en plus, ce qu'il faut souligner, c'est que la francophonie attire des investissements vers le Congo. Le Fonds de promotion de l'industrie se fait donc un bras au service de ces investissements pour leur montrer que les conditions de vie, les conditions d'infrastructure, les conditions d'alimentation en énergie, comme ils le demandent, sont en train de s'améliorer et qu'ils ne peuvent pas craindre. La SNEL, bénéficiaire de cette largesse, s'en réjouit et confirme que les travaux s'exécutent déjà de manière satisfaisante sur le terrain. Nous avons aujourd'hui des équipements qui nous permettent de travailler nuit et jour, même d'arriver à mettre le transformateur en service et continuer à le sécher pendant qu'il est en service. Ainsi, les chutes de tension à l'aéroport international d'Njili et dans les communes voisines trouvent solution. Ces transformateurs installés vont permettre de stabiliser la desserte en courant électrique dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le village de la francophonie, situé au stade des Martyrs, les exposants s'activent déjà pour faire connaître leurs produits. Au stand Clac, par exemple, ce sont les amoureux de la lecture qui ont occupé le lieu pour nourrir leur esprit. Un bémol tout de même, le dispositif sécuritaire déployé sur le lieu est loin de mettre tout le monde à son aise. Doudou Ndombe et Fiston Bouini. Le livre reste un luxe pour beaucoup de Congolais. Les centres de lecture et d'animation culturelle CLAC y croient et en fait même un terrain de prédilection. Avec ses malles de livres, cette organisation met à la disposition des Kinois des ouvrages constitués essentiellement de BD et des livres de référence. Malheureusement, parmi les auteurs, on n'y compte pas beaucoup d'auteurs congolais. Et c'est ça la grande difficulté que nous rencontrons, c'est que dans les bibliomales, même si le programme est géré par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il n'y a pas une grande promotion des auteurs congolais. Parmi les lecteurs trouvés sur les lieux, Cynthia Boloka, elle considère cette exposition comme une aubaine. Je pense que je vais renouer avec cette habitude parce que la lecture, c'est un passe-temps favori que j'aime beaucoup. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, l'accès au village francophone, c'est plutôt un parcours des combattants. Un endroit comme celui-ci, qui reçoit des délégations étrangères, et justement, on doit pouvoir filtrer les entrées, parce que c'est pour la protection des gens de nos visiteurs en fait. Grâce à ces ouvrages aux contenus multiples et variés, les amoureux de la lecture ont de quoi satisfaire leur passion. Parmi les exposants dans ce village de la francophonie, Justin Lukongo est un vieux collectionneur. Dans ses expositions, des vieux timbres et billets de banque pour la connaissance de l'histoire congolaise depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à nos jours. Objectif, construire la solidarité entre les générations. Ça sera donc ce vendredi 12 octobre à partir de 17 h dans la salle Virunga de l'hôtel Nemling. Jemima Mogo et Vili Malogo.
Il attendait avec impatience le 14e sommet de la francophonie pour organiser l'exposition philatélique et numismatique à l'intention des participants à ces travaux. Au total, 72 tableaux de maîtres sur l'histoire des 72 États, membres, associés et observateurs de la francophonie seront présentés au public. Cet artiste collectionneur promet de remonter l'histoire de la République démocratique du Congo depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à nos jours à travers des timbres, des vieilles cartes postales, des pièces de monnaie et des anciens billets qui ont eu cours légal dans notre pays. Et les timbres qu'on recherche qu'ils soient la même histoire, donc ça veut dire dans l'environnement. On ne cherche pas un timbre qui... Non, environnement, on recherche, on met dedans. Et puis, il y a aussi un travail derrière, puisqu'il faut les superficies de cet état. L'exposition philatélique et numismatique est une particularité que les visiteurs pourront se délecter, du moins pour ceux qui vont fréquenter les différents sites du sommet. Pour constituer à peu près 75 tableaux de grands maîtres, ce n'était pas aussi facile. Donc il faut faire des recherches scientifiques, des recherches intellectuelles aussi. Personne d'autre a fait un tableau de philatélique ou numisma, oui, philatélique, personne qui a passé, il n'y a que des tableaux. La conservation de la nature n'est pas oubliée. Les visiteurs auront à développer la passion pour la valeur philatélique et numismatique qui cadre avec l'éducation et la valeur culturelle du Congolais afin de construire la solidarité entre les générations. L'Angola sur le point d'adhérer à la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga. Une délégation d'experts angolais est en séjour de travail à Kinshasa. À cet effet, après une réunion avec le secrétariat général de la SICOS, la délégation a exprimé la volonté de Luanda à faire partie de cette organisation sous-régionale chargée de la gestion des ressources en eau en vue d'assurer leur durabilité. La rencontre a eu lieu au siège de la SICOS dans la commune de la Gombe. Patrick Chamala et Joe Péké. Il n'y a plus aucun doute, l'Angola est déterminée à devenir membre effectif de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga. Après avoir acquis le statut de membre observateur depuis 2007, le pays d'Eduardo dos Santos vient de franchir le pas après 5 longues années de réflexion. C'est la raison du séjour de travail d'une délégation d'experts angolais au siège de la SICOS à Kinshasa. Au cours d'une réunion avec le secrétariat général, ces derniers ont suivi quelques présentations sur les activités déployées par cette organisation d'intégration régionale afin de leur permettre de faire leur rapport à Luanda. Les impressions sont plutôt bonnes. Nous sortons d'ici avec une impression très positive. Nous nous sommes rendus compte finalement que le SICOS est une institution crédible, de valeur, qui a des cadres très compétents et qui sont en train de développer des projets qui peuvent servir la région et voilà, qui peuvent bénéficier à tous ses membres. Pour le secrétaire général de la SICOS, l'Angola sera le bienvenu dans le club des membres effectifs aux côtés du Cameroun, de la Centrafrique, des 2 Congos et tout récemment du Gabon. À l'allure où vont les choses, Simon Sakibédé ne peut qu'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Le bassin hydrologique du Congo couvre 10 pays. Actuellement, avec les 4 États fondateurs, le Gabon s'est ajouté, ce qui porte le nombre à 5, et avec l'Angola, le 6, il restera 4 États dehors qu'il faut essayer de faire rentrer dans l'organisation commune parce que le bassin, c'est une grande famille. Mais avant tout, les experts angolais devront soumettre leur rapport au Parlement avant une éventuelle ratification. La SICOS est une organisation créée à la suite d'un accord signé en 1999 par les chefs d'État de 4 pays fondateurs. Sa vision demeure d'assurer la durabilité des ressources en eau dans la région, ce qui implique une gestion rationnelle de ces dernières. Justice et bonne gouvernance, pilier de travail décent, tel est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale
Décent, célébré chaque 7 octobre, l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, la Confédération démocratique des travailleurs CNDT et le Conseil syndical des services publics et privés, COSEP, ont célébré la journée ce mercredi dans la salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Pour ces organisations syndicales, il y a encore beaucoup à faire pour assurer un travail décent à la majorité des Congolais. C'est une journée historique pour les membres du regroupement de l'Union fait la force. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, l'UFF, qui est composé de différentes structures d'encadrement des travailleurs, célèbre la journée internationale du travail décent, passée le 7 octobre dernier. Côté mobilisation, rien à dire, la salle est pleine comme un œuf des personnes affectées à cette organisation. Il s'agit principalement de l'UNTC, la CDT et le COSEP. Leur engagement commun, c'est de dire non au travail précaire et dire oui au travail décent. Guy Koukou Guédila, président en exercice de l'Union fait la force, en appelle à la solidarité de tous les syndicalistes. Du côté des participants, Thomas Kabwenge, délégué syndical de l'UNTC des Gérades, promet qu'après cette rencontre, les syndicats étant apolitiques, ils seront capables de réclamer des droits de leurs membres auprès des employeurs. Au sortir de cette rencontre, les participants ont pris l'engagement solennel de mouiller leur chemise pour le bien-être des travailleurs congolais. Le mouvement syndical, ont-ils prévenu, est à la base de plusieurs révolutions connues à travers le monde. À présent, nous allons parcourir les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Rosine Martin Bouyamba, revue de presse. Nous sommes à 48 heures de la tenue à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie. Du coup, le président français n'a pas arrêté de faire de critiques sur Kinshasa. C'est ce que qualifie la presse quinoise parue ce mercredi de regain de tension entre Paris et Kinshasa. Sous le titre « Hollande crache sur la RDC », l'avenir constate non sans passion que le président français a selon lui allumé, après ses hésitations légendaires, une mèche qu'il aura beaucoup de peine à éteindre. Le quotidien qui voit Hollande en train de cracher sur la RDC invite Kinshasa à prendre au sérieux les menaces à peine voilées du président français. Le président Hollande, lors d'une conférence de presse commune avec le secrétaire général de l'ONU, ajoute le phare à son deuxième titre, a jugé d'inacceptable la situation en RDC. François Hollande a vivement critiqué la politique de l'immense pays d'Afrique centrale sur le plan des droits de l'homme, de la démocratie et de la renaissance de l'opposition. La riposte de Kinshasa n'a pas tardé, renchérit le palmarès. Sur le titre, Hollande accuse Kinshasa, mène des recadres. Le confrère reprend les propos du porte-parole du gouvernement congolais. Je cite, « C'est au peuple congolais d'accepter ou de ne pas accepter une situation au Congo qui est du reste le pays le plus avancé dans les droits de l'opposition. » Fin de citation. Face à toutes les sollicitations dont la recherche de la vérité sur l'assassinat de Chebeya et de son chauffeur Bazana et la mauvaise gouvernance, constate la référence plus. Le président des Français est considéré par certains comme un procureur. Il devrait dire le droit, condamner un groupe et blanchir ou applaudir un autre. D'autres souhaiteraient voir le président Hollande jouer le rôle d'un professeur qui conseille. Le potentiel qui fait fi de cette polémique, regrette
que sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, Amnesty International considère le gouvernement congolais comme le principal responsable du regain de violence. L'ignorance expresse de cette ONG internationale de l'implication du Rwanda dans le climat d'instabilité qui prévaut dans l'Est du pays ne peut que étonner. En clair, précise le potentiel, cette ONG s'est trompée de cible dans sa tentative de décryptage de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette affaire qui défraie la chronique pour réclamer son diamant que lui aurait volé à Benachiswaka, Théodore Mia, déclenche la grève de la faim. L'affaire, rapporte le Phare, remonte en janvier 2005. L'homme dit avoir financé un puits de diamants dans cette localité du territoire de Chilenge au Kasaï oriental. Il a été dépossédé de son diamant de grande valeur. C'est une affaire à suivre. Et ces phrases interdites de lire renseignent que le curé de la paroisse Saint-Joseph de Matongué demande au jeune Bakamoubia: tiens, comment tu vas? Ben, je veux me marier, frère, mais je suis bien empoisonné. Je n'ai pas d'appartement. Ça fait rien. T'as qu'à aller habiter chez ton beau-père. Oh, c'est impossible. Lui aussi, il habite chez sa belle-mère. Anita, avez-vous un appartement à lui offrir? Bonsoir. Merci Roselyne Martin Bouyamba pour cette revue de presse. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.